Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir une comédienne, une actrice bien connue des planches et des écrans, petits et grands, si je vous dis Cassandre. Commissaire Florence Cassandre, je suis sûre que vous l'avez reconnue, c'est Gwendoline Amon. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Merci beaucoup. Donc je parlais de, bien sûr, Florence Cassandre, commissaire de la série éponyme sur France 3, oui, où vous tenez le rôle principal et qui fait un carton, toujours, sur France Télévisions. Quelle chance. Mais nous allons parler, pour commencer, d'un téléfilm, beaucoup plus lourd, oui, poignant, que j'ai vu, qui s'appelle « Maman ne me laisse pas m'endormir », qui va être sur les écrans de France Télévisions, France 2 particulièrement, le 26 avril prochain, qui raconte une descente aux enfers d'un adolescent qui est sombre dans une addiction de médicaments. Et vous incarnez sa mère, une femme désespérée, un rôle bouleversant. Je vous propose de regarder un extrait, on en reparle. Tu vois ton fils? Laisse-moi arriver, poser mes affaires, moi. Non, je peux plus gérer toute seule, Vincent. Je peux pas faire office de père, j'ai déjà du mal à être une mère correcte. Comment ça, une mère correcte? Qu'est-ce que tu me racontes, là? T'as 2 enfants, tu t'en souviens? Dont un qui est en train de devenir accro aux médicaments, tu vois ce que je veux dire? Juju, rentre pas là-dedans, s'il te plaît. Il a pas voulu rester à la cure. Il a pas supporté d'être avec des gros camis, il savait même pas ce qu'il foutait là. T'imagines ce qu'il a vécu? Tout seul, à 17 ans? T'imagines la violence? Bah oui, t'imagines, puisque tu l'as vécu toi-même. Écoute, ce que je sais, c'est qu'on jure, ça sert à rien. Tu m'as expliqué que c'était plus compliqué que ça. Il fallait faire un travail sur soi, que ça prend du temps, que c'est difficile, quoi. Il a 17 ans, Vincent. Tu savais le faire, toi, le travail, à 17 ans? Bah vas-y, faut lui expliquer. Prends ton rôle de père à bras-le-corps. Aide-le, parle-lui. Parce que moi, je peux plus, là. Je peux plus, j'ai plus la force. C'est trop lourd. Juju, oh. Là. Je suis là. Je suis bien placé pour savoir qu'on devient dépendant sans s'en rendre compte. Mais la vie devient un enfer. Et t'as quitté la cure trop tôt. Du coup, tu risques de replonger. Il faut pas. Tout va bien, t'inquiète pas, j'ai rien fait. Joseph, t'as encore besoin d'aide. Il faut que tu retournes en cure. Putain, mais vous commencez à me casser les couilles avec vos cures. Hein. Je n'y retourne pas en cure, ok? Les cures, c'est fini! Qu'est-ce que t'es là? T'es venu me faire quoi? Me lâcher tes grandes phrases de philosophe à table, là? C'est pas à toi de me donner des leçons de morale! Surtout pas à toi! Voilà, donc vous êtes la maman, Juliette, de cet enfant, qui s'appelle Joseph. Et c'est une histoire vraie. Oui. Que vous avez vécue de près. Oui, parce que Juliette Boudre, c'est son vrai nom, est une de mes meilleures amies. Donc j'ai bien connu son fils aîné, Joseph, ainsi que ses 2 autres fils, Max et César. Et c'est une grande chance, je pense, pour moi, d'avoir pu l'interpréter, même si ça a été très compliqué, parce que je voulais être le plus juste possible, ne pas la trahir. Mais pour elle, je crois que c'était aussi important. Donc vraiment, je remercie France Télévisions et la production et Sylvie Testu, parce que c'était important pour elle, parce que j'avais vécu cette histoire en partie à ses côtés, comme ses autres amis proches, que je l'interprète. Elle avait besoin qu'on aille au plus près de la vérité de cette histoire. Il y a des beaux interprètes, on va revenir sur l'histoire. Gérard Lanvin, Michael Youn, qui incarne... Schiffman, Sylvie Testu, la réalisatrice. Sylvie Testu, voilà. Oui. Donc vraiment, très joli casting et histoire absolument bouleversante, notamment la fin, glaçante. J'avoue, j'étais perturbée quelques heures après l'avoir vue. Et de fait, vous nous dites en plus que c'est une histoire vraie d'une amie proche dont elle a tiré un livre, oui, et que vous avez accompagné vous-même. Vous-même, vous avez aussi un enfant qui est à peu près... qui est adolescent, oui, qui a cet âge-là à peu près. Qui a 18 ans et demi, 18 ans et demi, oui, Gabriel. Oui. Ce sont des sujets que vous abordez avec lui? Ah, bien évidemment. Et j'ai presque envie de vous dire, il me l'a dit lui-même d'ailleurs, que d'une certaine façon, Joseph l'avait aidé, malheureusement en disparaissant, parce qu'il a été très choqué, on l'a tous été. Je crois que le sujet de l'addiction, entre les parents et les adolescents,
C'est vraiment ce qu'il y a de plus sensible parce qu'ils sont à un âge où ils ont besoin de se décoller de nous, où ils ont besoin de se sentir... ils commencent à rentrer dans l'âge adulte et en même temps ce sont encore des enfants. Mais ils ont besoin, ce sont des petites Antigones. Ils disent non, non, non. Et en même temps, il y a une... appelons-le clairement, une poussée d'hormones qui fait qu'ils ont besoin d'exploser, d'éclater. Ils sont dans le groupe, les copains, il n'y a que les copains. Et puis, c'est une période où ils mentent. Ils ne mentent pas pour mentir, ils mentent parce qu'il y a des interdits encore. Et les sujets des drogues ou des addictions, quelles qu'elles soient, ne passent pas par des conversations avec les parents. Et donc, moi, j'essaie d'avoir depuis longtemps une relation, une communication très claire et très forte avec mon fils. Je préfère être au courant et je lui dis souvent, faut avouer à moitié pardonner et essayer de le comprendre parce que j'ai eu son âge. On oublie qu'on a eu cet âge-là, on oublie les bêtises qu'on a faites plutôt que d'apprendre qu'il a fait des choses graves ou qu'il s'est mis en danger, même si c'est un âge où je le dis souvent, le lobe frontal ne se termine qu'à 24 ans, parce que mon compagnon étant neurologue, j'en parle beaucoup avec lui, et donc le lobe frontal régit la prise de décision, la prise de risque. Et à ces âges-là, oui, on fait des bêtises. Vous avez eu peur parfois? Vous avez peur encore? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, j'ai peur de l'influence. On sait très bien qu'une mauvaise influence peut être fatale. J'ai peur et en même temps, il faut que jeunesse se passe. Il faut aussi que les jeunes gens fassent leurs expériences. Il faut aussi qu'ils se plantent. Ça fait partie de la vie. Mais je ne crois pas que les parents doivent être collants, ni même espions, mais essayer d'accompagner les enfants en leur disant, voilà, je ne suis plus de ta génération, mais je l'ai été. Donc je peux entendre des choses, je peux comprendre, attention, attention. On voit aussi que la séparation, le divorce est aussi un catalyseur, un déclencheur pour ce type de comportement. On le voit dans le film. Ça peut l'être, bien sûr, ça peut l'être. Un enfant, de toute façon, n'est jamais pour rien dans la séparation de ses parents et va de toute façon en payer les pots cassés. Même si les parents ont l'intelligence de bien s'entendre, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est très violent pour les enfants. Un enfant, ça aime son père et sa mère de la même façon. C'est même capable de protéger l'un des deux parents, même s'il est défaillant, parce qu'il y a quelque chose d'anormal dans l'idée de ne pas aimer son père ou sa mère, sauf s'il y a eu un drame atroce. Donc oui, ça peut fragiliser un enfant, une séparation, bien évidemment. Ce sont plein de choses différentes qui vont fragiliser. Mais de toute façon, par essence, un ado, c'est fragile. Et un garçon, moi je vous dirais ça, mais ça n'est que personnel, soit un homme, mon fils, en fait, moi j'ai le sentiment qu'un garçon, il a besoin vachement plus d'attention et de câlins qu'on ne l'imagine et qu'on ne le croit. Et même à 16, 17, 18, 19, même s'il joue au gros dur, même s'il est là avec ses potes, même si les parents m'emmerdent. Non, moi je crois qu'un garçon, il a besoin d'attention. Et on le sait bien, on dit souvent que les garçons sont matures moins vite que les filles. Oui, je crois que c'est assez vrai. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents. Mais les garçons ont besoin de... Alors qu'on a tendance à les laisser aller plus facilement dehors, à avoir moins peur pour eux que pour les filles. Ben non, je crois qu'il faut les protéger, les prévenir, sans leur faire peur. Mmh. Mais... Comment s'est construite la jeunesse de cette histoire? Enfin, il y a eu l'histoire dramatique de Juliette Boudre. Elle en a fait un livre. Vous étiez son amie. Vous avez amené l'histoire à France Télévisions? Comment France Télé a choisi cette histoire? Non. Je fais partie des gens qui lui ont... Elle avait envie d'écrire. En fait, elle était tellement... Vous savez, c'est une petite mort qu'elle aura toujours en elle. Hein. Et je fais partie des gens qui lui ont conseillé d'écrire un livre. J'avais écrit un livre, moi, à la mort de ma mère, enfin, quelques années après. Et ça m'avait fait beaucoup de bien. C'était une sorte de cri. Je ne pensais même pas le publier. Hein. Je l'avais écrit pour me faire du bien. Et finalement, il a été publié. Et je le lui ai conseillé. Elle l'a fait. Et elle a été aidée d'ailleurs par une autre de nos amies, Karine Pérez. Et puis derrière, elle a eu envie de coécrire un scénario qu'elle a coécrit avec une autre amie. Ça reste des histoires d'amis, Nathalie Hugon. Et il a été proposé à France Télévisions.
et puis à un producteur, et puis ainsi de suite, à Sylvie, etc. Et moi, il n'était pas question que je sois dans cette histoire. Ah oui. C'est vraiment, ça s'est fait au bout du bout du bout du bout. Même moi, j'ai été surprise. Il se trouve que j'ai joué la sœur de Sylvie Testu il y a très longtemps dans Sagan, où elle était extraordinaire en Françoise Sagan. Je jouais sa sœur Suzanne, et qu'elle a entendu mon nom. Je travaille beaucoup à la télé, et puis Juliette avait parlé de moi aussi. Nathalie Hugon, qui coécrit le scénario avec Juliette, qui est aussi une amie de Sylvie. Enfin, tout ça s'est fait, et qui est une de mes amies, et puis ça a été évident. Voilà. Et je la remercie de m'avoir choisie, et et à France Télé aussi, parce que voilà, ce sont des très beaux rôles qui n'arrivent pas devant la porte de chaque actrice tous les matins. C'est sûr, c'est un très beau rôle. France Télévisions qui met aussi le projecteur sur un problème d'addiction qu'on connaît moins que d'autres, celui de l'addiction médicamenteuse finalement, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'addiction de drogue, cannabis, alcool, mais c'est vrai qu'on la connaît moins celle-là, et finalement elle est assez courante. Elle est assez courante, c'est un fléau dramatique aux États-Unis. Il y a plus de 250 000 morts chez les jeunes. De morts, pas de bords. Chez les jeunes, on en parle moins en France, on commence à en parler. Je pense que c'est vraiment un sujet de santé publique. Oui. Alors là, on parle des benzodiazépines. Les benzodiazépines sont des anxiolytiques, à ne pas confondre avec les antidépresseurs. Les gens confondent beaucoup, ça n'a rien à voir. Les antidépresseurs, ce sont des recapteurs de la sérotonine. Je connais très bien mon sujet. Sérotonine, neurotransmetteur que nous fabriquons nous-mêmes. Et alors que les anxiolytiques, ce sont des molécules qui vont vous détendre, que vous pouvez prendre partiellement en cas de, j'en sais rien, de choc, quel que soit. Il y a plusieurs pathologies, mais ça ne va pas vous soigner. Et il se trouve qu'ils sont prescrits quand même très abondamment en France, et notamment avec un jeune homme comme ça, donc sur un cerveau d'adolescent, l'addiction, elle va être beaucoup plus foudroyante. Et puis l'ado n'a pas le raisonnement non plus pour se gérer et se dire « Ouh là là, ça me fait quand même un effet, je suis un peu, waouh, je plane, on va y aller doucement ». En plus, il y a des mélanges souvent. Et puis alors après, ça peut rentrer dans une polyaddiction, parce que vous prenez un benzo, waouh, je plane, vous en prenez 2-3, vous finissez par prendre une barrette ou 2 barrettes par jour, donc vous êtes complètement... Votre corps s'habitue, votre cerveau aussi, donc c'est comme toutes les addictions. Donc, il vous en faut de plus en plus pour planer. Et puis, vous allez prendre un autre médicament, parce qu'il mélange ça. Vous savez, on parle beaucoup dans les cours d'école, de ce qu'on appelle la line ou la kétamine, tout ça. Donc, d'ailleurs, Juliette a participé avec d'autres mamans à faire arrêter les fameux sirops de codéine, parce que ça s'achetait sans ordonnance. Et les mômes savaient, ils deviennent des petits chimistes. Parce qu'ils savent très bien qu'on peut peut-être en mourir un jour, sans être vraiment conscients. Ils se disent, moi, il ne m'arrivera rien, je suis Superman. Mais ils sont quand même conscients qu'il y a une dangerosité. Donc, ils savaient exactement comment faire évaporer le sucre et ne garder que la codéine, le mélanger avec des sodas. Et donc là, c'est un autre effet que le benzodiazépine. Puis, voilà, c'est dramatique parce que ce ne sont pas des drogues qu'on achète forcément à des dealers. Ce sont des drogues qu'on trouve partout. En pharmacie, oui, bien sûr. Et puis, là, on parle des benzodiazépines, mais moi, je ne suis pas médecin, mais j'ai donc, je vous le disais, un compagnon médecin, un neurologue. Tout ce qui est morphinique, opiacés, opioïdes, le tramadol, tout ça, attention, parce qu'on vous le file à l'hôpital comme un rien. Vous le prenez 3 jours, ok, parce que c'est ce qui va éviter une douleur atroce. Mais si vous le continuez trop longtemps, vous ne pouvez plus vous en passer, et après, il va falloir vous faire sevrer. Parce que c'est cauchemardesque. Donc, il y a des médicaments, oui, beaucoup, qui sont des drogues. Et on ne le dit pas assez, et c'est prescrit. Et c'est prescrit, et notamment en France. C'est vrai que la France est connue pour être une grande consommatrice d'antidépresseurs et autres médicaments. Alors, antidépresseurs, c'est pas dangereux, encore une fois. Il y a beaucoup de consommation de médicaments en France, quand même, comparé à d'autres pays européens. Mais c'est vraiment pas les mêmes molécules. Mais on a entendu, là, vous connaissez bien votre sujet, Gwendoline. Avant de passer à la deuxième partie, parlons de votre autre actualité, peut-être un peu plus gaie. Vous allez bientôt être sur les planches avec Joyeuse Pâques. Je suis sur les planches. Vous êtes sur les planches, pardon. Je suis sur les planches déjà depuis le 9 février au Théâtre Marigny avec Joyeuse Pâques, une pièce de Jean Poiret que je joue. J'ai pas eu la chance de la voir. Mais vous allez venir. Moi, je vais venir là. Avec plein de gens, Nicolas Briançon. Une vieille pièce qui est très, très joyeuse. Oui, une pièce, un vaudeville, une pièce de divertissement, ce qu'on appelle un boulevard, que Jean Poiret s'est écrit pour lui et qui a été créé par lui-même et par Maria Pacôme, entre autres, et Nicole Calfan. Maria Pacôme, oui, bien sûr. Et puis après Françoise Fabian qui l'avait remplacée. Et c'est une pièce très joyeuse.
Ça fait du bien. Oui, Oui. oui, ça fait du bien au public. Plus compliqué pour nous parce que c'est beaucoup plus difficile à jouer qu'on ne l'imagine et c'est plus dur qu'un classique, en tout cas pour moi. C'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer. C'est pas que c'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Il paraît. Mais moi, j'ai pas ce sentiment-là. C'est juste que c'est une mécanique et un rythme extrêmement précis. C'est de la dentelle. Ça ne se voit pas parce que on n'est pas là pour vous montrer le travail qu'on fait et la difficulté de ce travail. Mais le paradoxe, la dichotomie, c'est qu'effectivement, on regarde une comédie en se disant c'est finger in the nose, alors qu'en fait, c'est extrêmement précis, qu'au niveau mémoriel, c'est très compliqué, beaucoup de phrases et de situations se ressemblent et qu'on envoie un service pour le partenaire qui ne se matchera pas s'il n'a pas été envoyé à tel endroit, à tel moment, de telle façon et avec telle précision. Donc c'est un petit marathon pour moi, mais je suis contente, je n'étais pas retournée sur les planches depuis 9 ans et je suis bien sortie de ma zone de confort là. Vous faites plaisir. Ah oui, bien sûr. Ah ouais. Mais le théâtre, je l'ai toujours dit d'ailleurs, c'est un de mes plus grands plaisirs. C'est là où on vit des grâces sur scène, d'ailleurs qu'on n'attend pas, hein, qui sont assez, qui arrivent comme ça, comme par magie. Mais ça reste un sacerdoce. On joue le week-end, on joue en semaine, on n'a plus de dîner, on n'a plus tellement de soirées en famille. Il y a moins de soirées là. On ne peut plus partir. Et puis c'est comment dire, c'est un petit marathon. On ne vit pas la même journée quand on joue au théâtre le soir. C'est pas du tout le même métier que l'image. Oui. Je vous propose de passer à notre deuxième partie. C'est la partie dans laquelle je m'éclipse. Oui. Je vous propose 4 mots et on va continuer à parler de votre vie, de théâtre. Vous parliez tout à l'heure d'Antigone. Vous voyez où je veux en venir? Oui. Bon, allez, à tout de suite. À tout de suite. Gwendoline Hamon. Vous êtes bien depuis tout à l'heure? Oui, je suis très bien, merci. Alors, avec le prénom et le nom que vous avez, forcément, mon premier mot est Bretagne. Bretagne, tout à fait. Oui. Pourtant, il n'y a pas que de la Bretagne, mais il y a beaucoup de Bretagne. Allez, on va commencer par la partie bretonne. Bretonne par votre papa. Oui. Franck. Oui. C'est bien ça. C'est bien ça. Né à Belle-Île-en-Terre. Belle-Île-en-Terre, Ploirette. Ah, ça c'est bien breton. Oui. Et une grand-mère plutôt du côté de Saint-Malo. Oui, tout à fait. Ah, j'ai bien fait mon enquête. Oui, bravo. Et je sais aussi que vous vous appeliez normalement Gwendoline Hamon de Kerlavos. Alors c'est ce qu'on nous a toujours dit, c'est ce qu'on a toujours entendu dans la famille, mais apparemment c'est mon arrière-grand-père, Hamon, qui aurait enlevé le nom et la particule pour des raisons, je crois, qu'il y avait un arrière-grand-père qui avait fait l'idiot, qui avait joué toutes ces métairies au jeu, ça a été la honte de la famille. Donc tout le monde est redevenu agriculteur sans le sou, et tout ça est parti, oui. C'est vrai. Et donc, on lui a enlevé sa particule. Oui. Et puis Kerlavos, parce que Kerlavos, c'était joli. Oui. Vous auriez bien aimé vous appeler Gwendoline Kerlavos. Bah, vous y avez pas... Kerlavos, je trouve que c'est plus... Je trouve que ça sonne plus joyeux que Hamon. Mais bon, j'aime bien Hamon, moi j'accepte. Vous savez, moi je suis quelqu'un d'assez facile. Hamon, c'est plus courant. C'est plus courant, c'est comme Dupont en Bretagne, il y en a beaucoup. Hein. Hamon, je crois que ça veut dire maison aussi en breton. Hameau, je crois. Comme Caire, en fait. Comme Caire, exactement. Ça aurait été maison de maison, finalement. Exactement. Beaucoup de maisons chez vous. Et puis Gwendoline. Gwendoline, c'est aussi bien breton. Oui. Alors, il faut quand même savoir que mes parents m'ont eu à 18 et 19 ans. C'était donc des enfants. Et c'est donc un prénom qu'on m'a donné. Ce sont des enfants qui ont donné un prénom à leur enfant. Donc j'imagine que quand on a 18 ans, et on ne donne pas le même prénom quand on en a 30 ou 40. Donc ma mère adorait Peter Pan, et le diminutif de Wendy, la petite fille dans Peter Pan, enfin de Gwendoline, c'est Wendy. Et puis mon père était très breton, donc ils se sont dit, voilà, les chevaliers de la table ronde, on va lui donner un prénom original. Alors que ma sœur s'appelle Julie, vous voyez. Donc, là, c'est Stringbird, c'est Mademoiselle Julie de Stringbird, c'est autre chose. Mais c'est très joli, Gwendoline. Oui, c'est très joli. Mais quand on est petite et qu'on a un prénom original, plus plein de taches de rousseur, j'étais déjà un peu singulière, quoi. On me disait que j'avais bronzé avec une passoire. Et c'est quoi ce prénom On m'a beaucoup appelée Géraldine aussi. Non, maintenant, je suis ravie. Moi, j'accepte.
Vous l'avez mal vécu, plus Pas jeune. mal vécu, pas mal vécu, je peux pas aller jusque-là, mais bon, vous savez, les enfants n'aiment pas être singularisés, ils aiment faire partie de la bande, de l'ethnie, et ressembler aux copains. Donc moi, je ressemblais pas toujours aux copains. Vous le disiez, vos parents étaient très jeunes, et ils vivaient aussi à l'étranger, en Afrique, au Sénégal. Oui, nous sommes partis vivre au Sénégal en 73, quand j'avais 3 ans. Exactement. Vous gardez des souvenirs? Extraordinaire. C'est probablement... Enfin, j'ai plein de belles périodes dont je me souviens. Mais le Sénégal, d'abord, c'est la période où mes parents sont toujours ensemble. Ils ne sont pas divorcés. Et c'est une période de liberté, de joie, un accueil incroyable. J'ai aucun mauvais souvenir au Sénégal. On a été très, très aimés là-bas par les dames, et pas que les dames d'ailleurs, il y avait des hommes et des femmes qui s'occupaient de nous, petites filles, je sais pas, les amis de mes parents, par cette vie où on allait se baigner. Je sais pas, il y a un œcuménisme au Sénégal assez extraordinaire. Il y a des catholiques et des musulmans, même si c'est un pays à majorité musulmane, 90%, et 10% de catholiques. Il n'y a pas d'histoire là-bas, il n'y a pas de problème. Et encore aujourd'hui, moi j'ai vu des catholiques fêter Noël avec des musulmans et des musulmans fêter l'Aïd avec des catholiques sans aucune discussion. Est-ce que c'est dû au fait que Léopold Sédar Senghor, qui était d'origine chrétienne, sénégalais mais d'origine chrétienne, a été le président pendant longtemps de ce pays, cet œcuménisme? Je ne sais pas, mais il y a une grande douceur au Sénégal et les Sénégalais et les Sénégalaises sont des gens extraordinaires. Et je le pense encore aujourd'hui, vraiment. Vous viviez à Dakar? On vivait d'abord à Dakar, ensuite on a vécu un peu en banlieue de Dakar, à Fann, et puis on a vécu à Gorée aussi. Gorée? Oui, sur l'île de Gorée. Sur l'île de Gorée, ouais. En face de Dakar. Oui. Vous y retournez? Oui, j'y suis pas retournée depuis 4 ans, là, au moins. Mais j'y suis beaucoup retournée et j'y retournerai toute ma vie. Il y a quelque chose de... Oui, c'est une Madeleine. De l'enfance, que ce soit les odeurs, les fruits. Je suis toujours... si vous me sortez un mad, alors que la plupart des gens détesteraient ça, qui est un fruit assez particulier sur lequel on met ou du sucre ou du sel... J'en ai déjà la salive, rien que de vous en parler, ou ce qu'on appelle le pain de singe, qui est le fruit du baobab, dont on fait des jus, mais moi que je mange comme ça, avec les petits noyaux. Je sais pas, c'est les poissons, c'est la pêche, parce qu'on pêchait avec ma sœur. C'est des souvenirs de liberté et de joie avec mes parents, et de beaucoup d'amour, Je n'ai pas de souvenir, je n'ai aucun mauvais souvenir au Sénégal. Voilà, c'était une période extraordinaire. Cette période de l'enfance. Donc, ça a beaucoup influencé probablement la femme que je suis. Sur mon ouverture d'esprit, sur le fait que j'aime les étrangers, que j'aime l'étranger en règle générale, que j'aime découvrir les gens que je ne connais pas, les cultures que je ne connais pas, les religions que je ne connais pas, parce que je crois qu'on apprend beaucoup des autres, finalement, et pas en étant complètement renfermé ou en se racontant des choses. Puis on est dans une période, dans une époque, plutôt, pour être plus juste, où on est tellement gavé d'informations à tout va, et dans tous les sens, et où tout le monde donne son avis comme s'il était spécialiste. Les réseaux sociaux, c'est quand même un truc de dingue. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais n'importe qui maintenant peut donner son avis sur n'importe quoi alors qu'il n'est pas spécialiste. C'est quand même assez fascinant. Pendant le Covid, j'ai lu des choses qui m'ont vraiment beaucoup choquée. Et encore une fois, je reparle de mon amoureux qui est neurologue, qui a 15 ans d'études, dont un DEA de neurosciences, qui ne se permettrait pas de parler de certaines pathologies parce qu'il n'est pas spécialiste alors qu'il a 15 ans de sciences derrière lui. Mais il y a des gens qui n'ont jamais fait de sciences, qui parlent de sciences. Et voilà, on est dans cette époque où tout le monde parle de tout, à tout va. Et... ouais, je suis plus au début du fil, là. Je suis partie en Gorée. Non, là, vous êtes... Ça, on était moi. D'abord en Bretagne, on est parti au Sénégal. Oui. Là, on est parti beaucoup plus loin. Oui. Pour finir, sur vos parents faisaient quoi au Sénégal? Travaillaient? Alors oui, mon père, qui avait fait un doctorat d'économie, s'est retrouvé à travailler pour le gouvernement sénégalais, pour Abdou Diouf, qui était Premier ministre de Senghor à l'époque. Et il était le seul toubab, comme on dit,
blanc, c'est-à-dire pas sénégalais, du gouvernement. Il travaillait, je crois, il était conseiller économique en urbanisme. Et puis en fait, il en est parti, il aimait beaucoup Abdou Diouf et Senghor, il en est parti parce qu'il n'était pas assez, il n'était pas fait pour la politique, mon père, il est trop droit dans ses bottes. Mais oui, on est parti pour cette raison-là. Et votre papa mère avait trouvé son premier job en fait. Oui. Et votre mère? Et ma mère, non, à l'époque, ma mère avait 23 ans et 2 enfants en bas âge. Oui. Donc, je me souviens qu'elle faisait des colliers. Elle s'est acheté plein de perles en France et elle fabriquait des colliers qu'elle essayait de vendre, mais elle ne bossait pas vraiment. Et après, elle est devenue antiquaire. Et quand vous êtes rentrée en France, vos parents ont divorcé? Oui, en fait. Alors, on va peut-être en parler un petit peu. Quand vous êtes rentrée, vous avez fait c'est notre deuxième mot, vos bagages. Bagages. Il y a plusieurs sens derrière ce mot bagage. Bagage, voilà. Voyageur sans bagage, non? Aussi, bien sûr, bien sûr. Mais oui. Je vous laisse. Mais voyageurs, oui, nous sommes partis. Je crois que ma mère n'a pas tellement aimé l'Afrique, mais ma mère était très proche de sa mère, qui avait beaucoup d'influence sur elle et qui l'appelait énormément au téléphone. Et à l'époque, ça coûtait cher les coups de fil. Et je pense que... Et puis ma mère avait rencontré quelqu'un d'autre. Ma mère était pas volage, mais elle avait été une maman très enfant, gamine, et je pense qu'elle avait besoin de vivre plus que mon père. Elle s'ennuyait au Sénégal. Elle avait perdu ses amis, c'était à l'époque, il y avait une toute petite communauté de Français, donc elle avait des amis sénégalaises aussi, des amis libanais, je me souviens, mais elle s'est ennuyée, elle est rentrée en France probablement pour voir ma grand-mère et elle a rencontré quelqu'un d'autre et elle a un peu fait le coup à mon père de je pars en vacances avec les filles, je reviens, elle n'est pas revenue. Et nous, ça a été un drame pour nous, notamment pour moi. Beaucoup plus que pour ma petite sœur qui l'a vécu différemment. Et nous sommes rentrés en France. Alors nous allions au Sénégal tous les ans, un mois et demi, mais on ne voyait plus papa toutes les semaines. Enfin, ça a été très compliqué pour la petite fille que j'ai été. Et ça a probablement, d'ailleurs, sûrement... Ça a joué sur mon rapport aux hommes, de ne pas avoir mon papa au quotidien. Mais je ne peux pas en vouloir à ma mère. Et puis, maintenant que je suis une vieille dame, non, je plaisante, mais maintenant que je suis une femme, je ne juge plus ma mère, ni mon père d'ailleurs, je ne les juge plus. Il y a eu des moments où je leur en ai voulu, je ne la juge pas. Elle a fait comme elle a pu, avec son histoire, avec qui elle était. Mais oui, encore une fois, on le disait tout à l'heure, les enfants pâtissent toujours des décisions des parents et des drames des parents. Et oui, j'en ai pâti. Mais on est rentré en France et on a laissé papa. Et moi, j'avais l'impression de laisser mon père. Étrange, hein, j'avais l'impression déjà, j'avais ce truc d'être le parent de mes parents. J'étais toujours triste pour les grands, je voulais toujours les aider. J'étais une adepte du mensonge altruiste. Je mentais jamais, mais je ne mentais que pour faire plaisir ou pour essayer d'arranger les gamelles des uns et des autres. En disant à papa, maman t'embrasse très fort alors qu'elle n'avait rien dit. Ou à maman, papa m'a demandé comment tu allais. Parce que je voulais que ça s'arrange, je voulais que les grands s'entendent. J'ai beaucoup vu les grands ne pas s'entendre quand j'étais petite fille. Mais bon, c'est aussi ce qui m'a construit, ce qui m'a fait grandir, ce qui m'a probablement fragilisé, mais des fragilités ont fait des forces, si on décide de travailler dessus, ce que je crois avoir fait. Je n'ai pas terminé, hein, on apprend jusqu'à la fin de sa vie, mais... La deuxième signification, c'est le voyageur sans bagage, qui est une pièce de mon grand-père à Nouilles. Bien sûr, papa voilà. De maman, oui, qui est une très belle pièce que j'ai montée, il y a longtemps. Que j'ai mise en scène et qui est... En 2013, il y a 10 ans. Oui, exactement, qui est une pièce de jeunesse. Sa 4e pièce est la première qui marche et qui a été un succès fantastique, qui est une pièce sur la perte d'identité, sur la mémoire. Est-on obligé d'accepter sa famille? Est-on obligé... d'accepter qui l'on est, enfin parce que là il était parti, mon grand-père, d'un fait divers dont tous les journaux parlaient à l'époque, qui était un poilu qui avait perdu la mémoire, probablement dû à vous savez, le syndrome du vent de l'obus, toutes les explosions, tout ça, et ce type avait été mis dans un asile, ne savait plus comment il s'appelait, qui il était, et tous les journaux en parlaient. Il est parti de ce fait divers et il a écrit cette pièce assez géniale où ce personnage qui s'appelle Gaston
finit par avoir une pension qui monte depuis 3-4 ans qu'il est enfermé dans cet asile qui attire plusieurs familles et qui va se trimballer de famille en famille pour essayer de retrouver sa vraie famille. Et il va arriver dans une famille qui se trouve être la vraie, la sienne, et petit à petit, en menant son enquête, il va se rendre compte que c'est sa vraie famille, mais qu'il a été un type épouvantable avant. C'est-à-dire quand il n'était pas Gaston, quand il avait de la mémoire. Et il découvre qu'il a été un type immonde, dégueulasse, avec son frère, avec sa mère, avec son meilleur ami. Et il va refuser cette identité, parce que ça n'est pas lui, et refuser cette famille dont il a le sentiment qu'elle l'a sclérosé, qu'elle lui a fait du mal, qu'elle a été toxique. C'est une très, très, très belle pièce de théâtre. Une de mes préférées de mon grand-père. Enfin, il y en a beaucoup. C'est pour ça que vous l'avez choisie, oui. Sans doute. Oui. C'est la seule que vous avez montée pour le moment. Oui. Mais c'est exigeant la mise en scène. Hein. Ouh là là, je me souviens, j'ai adoré faire ça, surtout diriger les acteurs, mais c'est une grande exigence, la mise en scène de théâtre. Donc je ne sais pas si je recommencerai. Je recommencerai peut-être, mais... Pour Antigone. Et pour Antigone? Oh bah Antigone, c'est une pièce que je n'ai pas aimée quand j'étais ado, quand j'ai été obligée de la lire, et que j'ai adorée quand j'ai été adulte, parce qu'on la lit avec plusieurs... elle a plusieurs... comme la souvent relie les suivant les âges, oui. Exactement. Mais c'est formidable. C'est formidable d'être partie de ce mythe et de l'avoir réécrit de cette façon-là. Alors c'est drôle parce qu'il paraît que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les collabos pensaient que c'était une pièce de résistants et les résistants que c'était une pièce de collabos. Comme quoi. Parce que Créon représentait la collaboration et Antigone la résistance. Mais je crois que c'était plus compliqué que ça. J'ai entendu dire que mon grand-père disait que les deux personnages avaient raison. Parce que d'un côté, il faut quand même qu'il y ait une forme d'ordre, de rigueur, et puis de l'autre côté, il faut qu'il y ait une contradiction et une envie de liberté et de révolte aussi. Mais c'est une très, très, très belle pièce que je n'ai pas jouée, mais que mon amie Barbara Schulz a jouée merveilleusement, mise en scène par Nicolas Ayer, avec qui je joue actuellement Joyeuse Pâques. Vous l'avez bien connu, votre grand-père, Jean Anouilh? Je l'ai connu jusqu'à mes 17 ans. Il est mort en 87. Et j'ai 52 ans. Alors oui, j'ai 52 ans. Vous avez des souvenirs? Oui, bien sûr. Je n'ai pas parlé de théâtre avec lui, beaucoup, parce que je savais qu'il n'avait pas tellement envie dans la famille qu'on fasse du théâtre. Sa fille aînée, Catherine, en avait fait, ça ne s'était pas bien passé. Mais je suis quasiment certaine que s'il était resté vivant plus longtemps, on aurait été d'accord et qu'il aurait été heureux que je sois comédienne. Je crois que c'était une peur. Il avait très peur et il disait qu'il aimait beaucoup les acteurs, mais il disait c'est un métier, on est obligé de séduire constamment. Et j'ai pas envie que vous soyez dans ces positions-là. Et c'est vrai qu'il faut séduire. On dépend du désir des autres, du regard des autres, du jugement des autres, de la décision des autres, et c'est assez insupportable, parce qu'on n'est pas libre, pour le coup, on n'est pas indépendant. Et il n'avait pas envie qu'on soit là-dedans. Mais, vous savez, les chiens font pas des chats. Hein. Souvent, les boulangers ont des enfants boulangers, les médecins des enfants médecins. C'est pareil pour tous les métiers. Et donc, évidemment, que quand on est artiste et qu'on grandit dans une famille d'artistes, oui, on en est imprégné. Et cela dit, je suis la seule dans la famille, à part cette tante, à avoir fait ce métier. Mais ça me paraissait complètement évident. Je grandissais avec ma grand-mère qui était metteur en scène, j'allais au théâtre tout le temps. Et puis j'étais pas très bonne à l'école, j'avais un gros syndrome d'imposture, d'illégitimité. J'avais le sentiment que je serais pas capable de faire des études. En fait, ça m'intéressait pas. J'avais pas du tout envie. J'étais dans une famille extraordinaire parce que un télo dingo, très très vivante. Il y avait beaucoup de cris. Et le théâtre m'a donné un cadre. Les cours de théâtre m'ont donné un cadre, une rigueur dont j'avais besoin. Et en même temps, une culture. Parce qu'il ne s'agit pas que d'apprendre 3 textes. Hein. Il faut quand même savoir qui est Tchekhov, qui est Musset, et même les contemporains, Fassbinder, enfin Jean-Luc Lagarde. Donc ça a été ma fac à moi, les cours de théâtre. On passe au 3e mot. On en a déjà parlé un petit peu, c'est le mot déchirement. Il y en a eu quelques-uns dans votre vie. Des divorces, des séparations, des pertes. Bien sûr. Vous avez déjà commencé à évoquer votre maman.
Oui, bien sûr, la perte décédée en 2009, décédée de façon foudroyante par un cancer tout aussi foudroyant de l'utérus. Et depuis, vous êtes d'ailleurs marraine de l'association Imagine, qui sensibilise à ces cancers-là gynécologiques. Oui. Mais un peu comme dans le film dont on vient de parler. Exactement. Mais vous savez, on ne parle bien des choses. D'abord, on ne parle bien des choses que lorsqu'on en est convaincu. On ne convainc que quand on est convaincu. Et je ne me permettrai pas de parler de ce que je ne connais pas. Mais, comme je le disais tout à l'heure. Mais oui, cette maladie, je l'ai vue de près. J'ai vu ma mère de près qui était dans un déni total, qui a eu un cancer du col de l'utérus lié à un papillomavirus, dont on parle beaucoup en ce moment. Alors je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur les vaccins. Chacun pense ce qu'il veut, et évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut quand même regarder les sources scientifiques. Et moi, je suis désolée, je crois à la science. Voilà. Je l'assume, je crois à notre science. La science, par essence, c'est que c'est prouvé. Et l'Australie, la Suède ont vacciné en masse dans les écoles une frange de la population d'enfants qui, aujourd'hui, 15 ans après, n'ont pas développé, il n'y a pas un cancer lié au papillomavirus. Parce qu'il faut savoir que le papillomavirus, c'est un virus, c'est le virus le plus commun au monde. 85% des jeunes gens de 25 ans aujourd'hui ont croisé un papillomavirus. Et 90% de ces 85% vont l'éliminer par les défenses immunitaires. Mais il va y avoir entre 5 et 10% des gens qui ne vont pas l'éliminer, dont ma mère et dont plein d'amis à qui c'est arrivé, qui ont vécu ce qu'on appelle des conisations, c'est-à-dire qu'on vous brûle au laser des cellules qui sont précancéreuses dans le col de l'utérus et qui vont éviter que vous fassiez un cancer. Ma mère n'est pas allée 3 ans chez le gynécologue et pourtant elle m'a appris à y aller, elle m'y a emmenée même. Et en 3 ans, elle a développé un cancer du col de l'utérus qui n'était plus opérable et elle en est morte à 58 ans, dans un déni total, persuadée parce qu'elle était un petit peu... Tout était mélangé, hein. Elle croyait un peu en tout, ma mère. Elle croyait en Dieu, en Jésus, et puis en même temps, elle croyait aux anges, et puis elle croyait... dans la voyance, elle croyait à 1000 choses et tout s'est mélangé. Il y a des gens qui l'ont dit qu'elle n'avait pas besoin de se faire opérer, que ça ne servait à rien. Bref, elle est morte à 58 ans, dans les bras de ma sœur et moi. Très vite, on nous a dit qu'elle allait mourir en 8 jours. Moi, je l'ai trouvée chez elle en train de mourir, hein, me disant « j'ai mal au dos, c'est normal que j'ai du mal à me lever », alors qu'elle n'avait plus d'hémoglobine et les reins morts. On l'a su juste après. Et puis, on a eu la chance de la garder 2 mois parce qu'on l'a faite hospitaliser et dialyser et transfusée. Et on a pu, pendant ces 2 mois, faire une espèce de pré-deuil pour se parler un petit peu. Et ça a été important pour ma sœur et moi. Mais oui, elle est partie vite d'un cancer de négligence. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas pu se faire vacciner parce qu'à nos âges, c'est compliqué. On vaccine les enfants en général avant le début de la sexualité. Mais maintenant, on peut faire des doses un petit peu après. Mais elle aurait dû aller chez le gynéco faire un frottis et puis on lui aurait conisé sa petite lésion et puis elle ne serait pas morte. Donc je me suis engagée avec cette association Imagine qui sont vraiment des gens fantastiques. C'est une association de patientes qui lutte contre les cancers gynéco, donc il n'y a pas que le col de l'utérus. Et c'est compliqué parce que ce n'est pas très glamour de parler de ça. Je suis sûre qu'il y a certains téléspectateurs qui vont se dire « Oh là là, au secours, merci, je n'ai pas envie d'écouter ça ». Mais pourquoi ? Pourquoi un cancer, de la vulve ou du vagin serait moins écoutable qu'un cancer des poumons ? Voilà, c'est un cancer et malheureusement, comme ça fait partie de l'intimité et du tabou, on en parle moins et il y a de plus en plus de personnes atteintes et de morts. Et notamment le papillomavirus qui touche aussi les hommes, puisqu'il y a beaucoup d'hommes maintenant, il y a une recrudescence de cancers du larynx, de la langue, de la gorge et des parties intimes des hommes. Et du col de l'utérus, lié au papillomavirus. Michael Douglas, c'est un papillomavirus, le cancer de la gorge qu'il a. Arthur Sadoun, le patron de Publicis, qui l'a dit il y a quelques mois dans une conférence de presse, c'est aussi un cancer HPV, donc papillomavirus. Donc pourquoi ne pas se servir des outils que nous avons, faire de la prévention et de ce vaccin si on peut éradiquer. C'est le seul vaccin qui permet d'éradiquer certains cancers. Moi, alors évidemment, chaque vaccin au monde peut comporter un risque. On le sait. Moi qui ai été vaccinée toute ma vie pour la fièvre jaune pour aller au Sénégal, je le sais, c'est un des vaccins les pires, la fièvre jaune. Dieu merci, je n'ai rien eu. Mais quand on regarde le bénéfice-risque, on a sauvé des millions de personnes pour quelques personnes qui ont été malheureusement malades. Et si on ne les avait pas vaccinées, il y aurait eu beaucoup plus de morts. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre.
Et moi, voilà, je suis terrassée de voir dans cette association des femmes, notamment, qui sont d'abord certaines qui ne sont plus là, dont notre ancienne présidente extraordinaire, qui est finalement décédée, puis des femmes qui ont souffert parce qu'elles ne savaient pas. Et puis d'autres qui carrément m'ont dit, moi j'ai pas dit à mon mari que j'avais un cancer du vagin, j'ai trop honte, j'ai dit que j'avais un cancer de l'estomac. Ah bon? Une dame qui était notaire, donc une femme lettrée, qui n'a pas osé dire à son mari, tellement elle avait peur que son mari la quitte, ou ne la touche plus, ou qu'il soit dégoûté d'elle. Enfin, c'est dramatique, il faut lever ses tabous, il faut dire les choses maintenant, ça suffit. Enfin bon, moi c'est mon avis. Vous savez, moi je suis un peu grande gueule. Je ne donne aucune leçon à personne, hein. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais dans la mesure où on me donne la parole, je dis ce que je pense. Et vous avez raison, l'émission est là pour ça. On était sur le mot déchirement, et c'en est un. La perte de votre mère, bien sûr, qui vous disiez bien sûr, croyait en tout. Et vous, le 4e mot, c'est esprit. Esprit. Écoutez, je vais être très honnête avec vous, et je vais peut-être décevoir plein de gens, mais je ne sais pas mentir. En ce qui concerne le dogme, je n'y crois plus. Je dis plus parce que j'y ai cru. J'ai grandi dans une famille chrétienne et plutôt pratiquante, en tout cas les femmes, arrière-grand-mère, grand-mère, mère. Mon père est complètement athée. Mais il se trouve que quand j'ai accouché de mon fils, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai pris conscience qu'en donnant la vie, ce qui est complètement extraordinaire, alors que c'est la chose la plus banale au monde, mais quand même la naissance est un des miracles. Je donnais d'une certaine façon la mort aussi. Cet être qui naissait allait mourir un jour. Et je me suis posé beaucoup de questions. Et puis j'ai lu des livres. Et au plus profond de moi, j'ai essayé d'être très honnête. Je ne pourrais jamais dire « je ne crois pas en Dieu », car je n'ai pas la prétention de savoir s'il existe ou pas. En revanche, le dogme, que ça soit la religion juive, la religion chrétienne ou l'islam, pour moi, il a été écrit par les hommes. En revanche, je crois en l'homme, en la femme, je crois en l'être humain, je crois énormément aux énergies, je crois à ce que j'appelle la synchronicité, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de hasard. Pourquoi on rencontre telle personne? Pourquoi j'ai acheté un appartement dans l'immeuble de mon arrière-grand-père que je n'ai jamais connu? Plein de choses comme ça. Pourquoi je fais le film et je suis choisie pour jouer le rôle d'une de mes meilleures amies alors que ça n'était pas moi qui était prévu? Pourquoi? Voilà. Et ça, pour moi, c'est de l'ordre du divin. C'est ce que j'appelle Dieu. C'est ce que je pourrais appeler Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas, qui sont de l'ordre de l'esprit. Et puis je crois aussi à cette idée que l'esprit reste, stagne. Que l'esprit de quelqu'un qui a été quelqu'un de brillant ou d'innovant ou de porteur, enfin quelqu'un de positif, va rester. On le sait dans les maisons, on sent qu'il y a quelque chose dans certains lieux. Alors je crois à ce qui est impalpable, qu'on pourrait appeler Dieu peut-être, mais je n'aime pas cette idée du dogme qui nous explique, quelles que soient les religions d'ailleurs, comment il faut faire, que nous allons être jugés, que c'est comme ci, que c'est comme ça. Moi, je me souviens avoir dit, quand j'ai préparé mon mariage au curé, et finalement je ne me suis pas mariée à l'église, pour vous dire comme j'ai été honnête, qui était un curé porte de Saint-Cloud, sénégalais d'ailleurs, qui était très gentil. Il m'a dit, c'est quoi pour vous croire en Dieu? Et je lui avais dit, croire en Dieu, c'est essayer d'être quelqu'un de bien au quotidien. Et je le crois encore. Je pense que ce qu'on nous a inculqué dans les textes, c'est ça. Essayer, malgré la fatigue, malgré les problèmes, malgré les drames, d'être juste, de tendre la main tout le temps, d'être quelqu'un de bon dans chaque situation de la vie. Et c'est difficile, parce qu'on a tous des problèmes. Et on a tous des impatiences, et on a tous des énervements, et puis des gens qu'on ne sent pas ou qu'on n'aime pas. Mais essayer d'être juste, ce mot « juste » qui est un de mes mots préférés, juste, et d'être bon. Et ça, c'est une façon pour moi de croire en Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre réponse. Absolument. Évidemment, vous êtes sur KTO, donc oui. vous tenez des propos qui ne sont pas forcément ceux tenus par cette
par notre chaîne. Mais que je respecte. Juste, on parle des esprits, juste un mot, parce que vous y croyez, vous croyez aux synchronicités, l'insondable et l'intangible. Merci beaucoup, Gwendoline Amon. Je reviens auprès de vous pour la conclusion. À tout de suite. Très bien. Voilà, Gwendoline Amon, je suis de nouveau en face de vous. Alors, je suis ravie de vous retrouver. Moi aussi. Alors, cette expérience d'être effectivement seule en face de J'aime beaucoup cette émission. Mots. Je trouve ça très... D'abord, il est très rare qu'on puisse avoir le temps de parler. Il y a une forme d'introspection où on repart un petit peu dans ses souvenirs. On essaye d'être concise, ce qui n'est pas toujours mon cas, et de ne pas dire trop de bêtises, et d'être le plus honnête et le plus simple possible. Oui, donc c'est une jolie émission. C'est vrai que vous avez l'air très sincère. Ah, mais moi, je suis sans filtre. Hein. Alors, je me soigne, évidemment, mais j'ai une tendance, oui, surtout à l'âge que j'ai maintenant, où je me suis beaucoup excusée d'être, où je faisais très attention, je disais merci 4 fois par jour et bonjour tout le temps. Enfin, maintenant, j'essaye d'être qui je suis, d'être le plus courtoise possible, mais d'être sincère et authentique, oui. On parlait de Gabriel, le nom de votre fils. On parlait de religion aussi. L'archange, exactement. Et vous savez quoi ? Alors ? Je l'ai appelé Gabriel. J'ai eu un problème lors de l'accouchement. J'ai eu ce qu'on appelle une toxémie gravidique. Ça a été un peu la panique. On m'a fait une césarienne d'urgence alors que je n'avais aucun symptôme. C'est vraiment le hasard qu'on l'ait découvert. Et il y avait plusieurs prénoms dont on avait parlé avec le père de Gabriel. Il y avait Jean, il y avait Lélio, parce que c'était un personnage de Musset. On peut dire qui c'est quand même ? C'est Frédéric Diefenthal. Frédéric Diefenthal. Et il y avait même Paolo, mais je me disais non, il n'est pas italien, c'est un peu idiot de l'appeler Paolo. Bref, et Gabriel. Et puis Gabriel n'était pas en dernier, mais il ne faisait pas partie des premiers. Et on ne lui a pas donné de prénom tout de suite, parce qu'on a paniqué, il fallait fixer sa glycémie, il est reparti en couveuse, tout ça. Et le soir, vers 11h, alors que j'ai accouché en début d'après-midi, vers 11h du soir, je me souviens que son père l'a pris dans ses bras. Je lui ai dit, il faut qu'on lui donne un prénom maintenant. Et on s'est regardé, il a levé les yeux, on s'est regardés tous les deux, et on a dit Gabriel en même temps. Parce que malgré tout, je dis malgré tout par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, même si nous étions tous les deux, enfin, en tout cas moi je suis plutôt athée, il a été évident qu'il fallait lui donner un prénom qui le protège. Et Gabriel, c'est l'archange. C'est Djibril chez les musulmans, il existe dans les 3 religions monothéistes. Et en plus, j'adore cette sonorité qui est légère, qui est aérienne, qui est... Gabriel, elle, c'est Dieu. Et Gabriel, c'est Dieu. E-L. E-L, exactement. Mais ça a été évident. Donc vous voyez, le divin est avec lui. Je voulais qu'il soit protégé. Et il l'est. Et il l'est, j'espère. J'espère. Bon, il y a aussi sa mère derrière. Non, mais je suis ravie de l'avoir appelé Gabriel, et puis ça lui va très bien. Et c'est un prénom tellement... aussi joli pour une fille que pour un garçon. Mais pour un garçon, je trouve ça, je trouve ça sublime. C'est un prénom qui traverse toutes les époques et qui est toujours aussi élégant et en même temps simple. On peut être pêcheur et s'appeler Gabriel, on peut être un prince et s'appeler Gabriel. Et quelque chose dont je suis ravie. On est ravis de lui avoir donné ce prénom. Et qu'il soit protégé par le plus grand des anges. Vous êtes une maman protectrice. Oui, oui. Comme vous nous l'avez... Je dis souvent que je suis une mère juive pour rire, parce que je ne suis absolument pas juive. Mais oui, je suis une maman. Mais vous savez, quand on a un seul enfant, on est un peu focus. Alors il faut faire attention qu'il ne devienne pas un enfant roi. Et en même temps, on se dit, j'en ai qu'un. Je vais essayer de ne pas rater l'affaire. De ne pas rater mon job. Parce que c'est un drôle de job d'être maman. Hein. Et papa, d'ailleurs. C'est sûr. Et c'est ce qu'on voit dans votre téléfilm. Oui. Où vous incarnez une maman battante, incroyable. Digne. Maman ne me laisse pas m'endormir. C'est un téléfilm totalement bouleversant. Il n'y a pas d'autres mots, vraiment du début jusqu'à la fin, sur France 2, à voir le 26 avril, voilà, où vous incarnez la maman de Joseph qui se bat contre son addiction, contre les médicaments. Avec Gérard Lanvin, qui joue mon ex-mari, avec Michael Youn, qui joue mon nouveau mari. Et Sylvie Testu. Et Nemo Schiffman. Qui incarne Joseph. Oui. Formidable. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce moment. Et merci à vous derrière vos écrans. Comme d'habitude, vous pouvez revoir l'émission sur ktotv.com. À bientôt. Au revoir.